Marceau. Le soir, avec Marceau. Radio X. Il est là, c'est notre enquêteur du paranormal et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers, Christian Page. Mes hommages. Salut Marceau. La tempête s'amène le 31 mars à Québec, dans le secteur de l'Université Laval. Oui, absolument. Conférence de pratiquement 3 heures sur les enlèvements extraterrestres. 3? T'es capable de parler pendant 3 heures? Me voilà surpris. Les gens qui me connaissent, oui. Donc, le sujet sera effectivement ce sujet hyper controversé des enlèvements extraterrestres. Un incontournable, hein, quand on parle des ovnis, là, depuis 30-40 ans, là, dès que tu abordes la question des ovnis, tu peux être certain que ce sujet des enlèvements extraterrestres sera mis sur le tapis. Et est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'on a des preuves de ça? Est-ce qu'il existe des avenues alternatives? Bon, etc., etc. Donc, je fais vraiment le tour de cette histoire-là. Et pour une rare fois, parce que c'est vrai que généralement, j'essaie de me cantonner dans mon rôle de journaliste et simplement de donner des faits, et les gens font ce qu'ils veulent avec les faits. Écoute, ça me fait penser, si je fais qu'un aparté comme ça, c'est récemment, j'ai eu une discussion sur Facebook, puis j'ai été obligé de mettre un terme à la communication. Il y a une dame qui me dit Monsieur Page, je n'irai pas à vos conférences. Là, je parle comme ça, mais écoute, c'est un échange courrier, là, je sais pas si ça parle de même en vrai. Elle dit, je n'irai pas à vos conférences, vous n'élevez pas les consciences. Non. Moi, je suis un journaliste. Écoute, si tu viens à ma conférence dans l'espoir d'élever la conscience, là, tu te trompes de place. Ouais, effectivement. Écoute, va voir un gourou, va voir, je sais pas, un ésotériste, là. Mais si tu veux des faits, ben, c'est ça, c'est ce que je présente. Mais là, je vais faire un peu un entorse. Généralement, comme je le mentionnais, comme journaliste, j'essaie essentiellement de me cantonner aux faits. Alors, je fais de l'enquête, je fais du journalisme d'enquête et je présente les faits. Les gens font ce qu'ils veulent avec ces faits-là. Mais là, je vais un petit peu me laisser aller et je vais évoquer, si je peux dire, une hypothèse que j'ai, une pensée que j'ai par rapport à ces enlèvements extraterrestres. C'est rare que je fais ça. C'est rare que je vais dans mes jardins secrets, mais là, je vais le faire. christianpage.ca pour plus de détails. Allez dans la section conférence. Absolument. Ouais. Donc, 31 mars prochain, donc le samedi, pas samedi de cette semaine, samedi qui suit ensuite. Tu viens de me turner off un peu parce que tu me dis que tu avais des conversations Facebook. Moi, quand je t'envoie des affaires, tu me réponds même pas. Oh, je t'envoie des petits becs de temps en temps. C'est pas à moi que tu les envoies. Si c'était ça, au moins, j'aurais l'impression que tu me réponds. Mais non, tu me réponds pas à moi. Ah, ben écoute, je vais essayer de corriger ça. Un jour. Mets un E à la fin de ton prénom, t'es sûr que je te réponds. Oui, mais tu sais que maintenant, là, le gouvernement l'a dit, là, monsieur, madame, ça va possiblement disparaître dans les prochaines années, là, si t'appelles au gouvernement canadien, là. Ouais, c'est ça. Mais bon. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai comme parfois l'impression que à trop vouloir avancer, j'ai l'impression qu'on recule. Mais bon, c'est une opinion personnelle. Voilà. OK, dans la chronique de l'enquêteur du paranormal, cette semaine, on parle de signaux radio extraterrestres. Oui, écoute, on le sait depuis maintenant presque 50 ans, les scientifiques du monde entier ont commencé à écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio extraterrestres. Je pense que la plupart des auditeurs qui nous écoutent ce soir ont découvert, par exemple, le projet SETI, le projet qui est un peu à l'origine de tout ça, le Search for Extraterrestrial Intelligence. Je pense que les gens l'ont découvert en voyant le film avec Jodie Foster, Contact, où on voyait un peu de ces chercheurs qui écoutaient l'espace pour capter des signaux radio extraterrestres. Jusqu'à maintenant, donc, ce projet-là, qui a changé de nom en cours de route, qui a été à la fois chapeauté par la NASA, par des dons privés également, ce programme-là existe depuis 1960. Au départ, ça s'appelait le projet OSMA, avant de devenir le projet SETI. Et jusqu'à maintenant, Yannick, on n'a jamais capté un signal radio éloquent qui nous permettrait de dire, voilà, on a un signal radio d'origine extraterrestre. C'est jamais arrivé. En 1977, en août 1977, en fait, le 17 août 1977, et pourquoi je me rappelle la date? Parce que le 16 août, Elvis Presley est mort. Oui. Fait que la nouvelle du signal radio est comme passée un peu dans moulinette. Mais c'est vrai que le 17 août 1977, des chercheurs ont capté un fort signal radio qui était perçu pendant à peu près 1 minute. Et à l'époque, c'était très prometteur. Et pendant longtemps, on a appelé ce signal radio le signal WAR.
W-O-W, hein, wow, comme l'exclamation wow. Et pourquoi wow? Ben, quand le signal radio, on se rappellera que dans les années 70, on avait des imprimantes, là, avec comme une sorte de ruban, un peu comme une dactylo. Et le matin, les chercheurs, en rentrant à l'observatoire, un radiotélescope, ils ont remarqué sur la feuille imprimée durant la nuit qu'il y avait ce signal radio qui apparaissait. Et un des chercheurs, un dénommé Ayman, a écrit en marge du papier W-O-W avec un point d'exclamation, hein, wow. Et c'est devenu le signal wow. Et pendant presque 25 ans, ce signal-là est demeuré énigmatique. On se demandait qu'est-ce que c'était exactement. Mais depuis, de nouvelles découvertes dans le domaine de l'astrophysique permettent de croire que ce signal radio était en fait deux signaux émis par des corps naturels, hein, des pulsars, qui se sont entrecroisés et qui ont donné cet aspect d'un signal radio artificiel. Cela étant dit, on n'a jamais capté un signal radio. Ça ne veut pas dire que les extraterrestres ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'envoient pas dans l'espace des signaux radio, mais qu'on n'a pas capté jusqu'à maintenant. Et voilà que, au cours des dernières semaines, en fait, les premiers 7 et 11 mars dernier, on a des astronomes à Melbourne qui ont capté un signal radio, écoute, qui vient d'une étoile dans la constellation du Cocher, située à 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Je te le répète, 3 milliards d'années-lumière. Fait qu'on ira jamais. Ça veut dire que, tu comprends, la lumière voyage à 3... Si tu veux savoir à quelle distance que ça se trouve, tu sais que la lumière voyage à 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, tu prends ton 300 000 kilomètres à la seconde, multiplié par 60 pour avoir une minute, multiplié par 60 pour avoir une heure, multiplié par 24 pour avoir une journée, par 360 et par 3 milliards. Et là, tu vas avoir ta distance. Donc, on le comprend, ce signal radio a été émis avant de nous arriver. Ouais. Ça veut donc dire qu'il a été émis il y a 3 milliards d'années. Et ce signal radio, les scientifiques l'appellent un fast radio burst, qu'on pourrait traduire par un sursaut de radio rapide. Et c'est une espèce d'explosion, hein, qui se caractérise par un champ magnétique extrêmement puissant. Et c'est pas la première fois qu'on détecte ce signal-là. La première fois, il était détecté en 2012 par le radiotélescope qui est situé sur l'île de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo. On l'a capté, on s'est creusé un peu à terre, on s'est dit, tiens, c'est bizarre ce signal radio-là. Et puis en 2015, le même signal radio a été détecté de manière répétitive par, encore une fois, ce radiotélescope d'Arecibo. Et depuis 2015, on s'est dit, tiens, on va le regarder de manière un peu plus soutenue. Et depuis 2015, on a tourné nos antennes vers cette région-là du cosmos et on a capté quelques 200 explosions, hein, de ces explosions de signaux radio. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ce signal radio, il y a des corps naturels qui émettent des espèces d'explosions électromagnétiques de cette façon-là, des étoiles en train de mourir, des trous noirs, donc des phénomènes naturels. Mais le signal dont je te parle, qui porte un nom tout à fait sexy, de FRB 121102, est 500 fois plus puissant que toutes les explosions du type enregistrées dans l'univers. Et là, bien évidemment, on se demande si c'est un phénomène naturel, qu'est-ce qui peut bien produire une telle explosion électromagnétique? Est-ce qu'on est en présence d'un phénomène naturel qu'on observe pour la première fois qui remonterait pratiquement au début de la création de l'univers? Ou est-ce qu'on est en présence d'un signal radio volontairement amplifié et envoyé dans le cosmos par une civilisation extraterrestre? Mais tu comprends que s'il s'agit d'une civilisation extraterrestre, cette civilisation a émis son signal radio il y a 3 milliards d'années. Ça se peut que ce soit plus là ou qu'elle a changé de place. Ah, ça se peut très fort bien qu'au moment où nous, on reçoit le signal, que la dite civilisation ne soit plus là du tout. Ouais. Mais ça répondrait... Si éventuellement on réussit à démontrer qu'il s'agit bel et bien d'un signal artificiel, même si la civilisation émettrice n'existe plus, ça répondrait quand même à une grande question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc là, il y a eu plusieurs hypothèses, j'imagine. On a parlé des trous noirs? Oui, on a parlé de trous noirs. On a parlé d'une étoile qui pourrait s'effondrer sur elle-même, hein, parce que le trou noir...
y a encore des éléments un peu mystérieux autour de ça, mais le trou noir, c'est une étoile qui s'effondre sur elle-même. Hein. Elle implose sur elle-même, elle implose et implose et implose. Et à force d'imploser, sa densité, sa masse devient tellement grande qu'elle déforme le tissu de l'espace autour d'elle. Et finalement, tout son champ gravitationnel attire la matière qui existe autour, incluant même la lumière, d'où ce nom de trou noir. Donc, on sait qu'une étoile qui pourrait imploser pourrait émettre de ces explosions électromagnétiques. On pourrait aussi être en présence d'une espèce de trou noir. Il y a une autre hypothèse qui a été émise depuis une vingtaine d'années maintenant dans le domaine de la physique quantique qui parle de trous de verre. Donc, on ne parle plus de trous noirs, mais de trous de verre, des espèces de corridors qui existeraient comme des tuyaux, qui existeraient entre une partie de l'univers et une autre partie de l'univers, donc un peu comme une sorte de tunnel de métro. Ou j'allais dire, pour les gens de Québec, un tramway. Mais gardons le métro. Qui réunirait plusieurs régions du cosmos. Donc, est-ce que cette explosion proviendrait de l'un de ces trous de verre dont on n'a pas la preuve de leur existence, au-delà d'une existence théorique? Mais évidemment, les astrophysiciens se creusent la tête pour savoir, mais qu'est-ce que c'est que ces explosions bizarres? Ouais. Puis pour ce qui est des signaux radio, c'est pas des signaux radio qui sont clairs. On sait pas, on n'est pas capable de définir qu'est-ce qui est artificiel, qu'est-ce qui... En fait, ce qui, pour les scientifiques, au moment où on se parle, parce que c'est assez étonnant, là, parce que, évidemment, cette idée d'écouter l'espace pour capter des signaux radio, tu comprendras que tous ne sont pas de cet avis. Hein. Il y a plusieurs scientifiques qui se disent, écoutez, là, c'est des extraterrestres, imaginons une civilisation qui aurait 10 000 ans ou 100 000 ans d'avance sur nous. C'est pas certain qu'ils chercheraient à communiquer avec le cosmos en utilisant des ondes électromagnétiques qui sont finalement des ondes relativement primaires, qui se déplacent mal et qui, finalement, sont peu porteuses d'informations. Peut-être qu'ils utiliseraient des signaux lumineux ou peut-être que leurs informations seraient envoyées dans le cosmos un peu comme quand nous, on envoie quand on parle au téléphone ou quand on envoie des signaux, des messages, par exemple, par Internet, hein, des courriels. Ouais. Ton message courriel, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'est pas envoyé d'un seul bloc. Hein. C'est comme une communication téléphonique. Hein. Ça ressemble un peu à un wagon de train. Hein. Les communications, on a 100 000 personnes qui sont sur la même ligne. Et ça se fait très, très rapidement. On envoie un petit bout de message de Yannick Marceau, on envoie un petit bout de message de Christian Page, un petit bout de message d'un autre. Et ces petits bouts de messages s'entrecroisent, mais vont tous vers chacun leur destinataire, et ils sont rassemblés à l'autre bout. Okay. Donc, on n'a pas un signal continu. On a mon signal, mon courriel qui t'est envoyé, il est envoyé peut-être en 50 ou 60 petits paquets. Il est rassemblé au bout et entre ces paquets-là, il y a d'autres paquets de d'autres utilisateurs qui sont envoyés. Donc, on pourrait être finalement au milieu d'une espèce de conférence interplanétaire, puis on s'en rendrait pas du tout compte parce que la façon dont on écoute l'espace, on cherche un signal continu. Donc, il y a toutes sortes de controverses autour de ça, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Fait qu'on cherche des signaux radio extraterrestres en cherchant des émissions électromagnétiques parce que ce sont des émissions qui sont relativement simples à produire. Mais on n'a pas la preuve que ce soit ça. Donc, pour l'instant, c'est notre seul critère de base pour différencier un signal radio extraterrestre d'un signal par radio émis de manière naturelle, c'est bien sûr sa régularité. Donc, essayons d'imaginer, là, pour faire un exemple simple pour les auditeurs, imaginons un peu comme une espèce de code morse qui se reproduit. Deux coups, une ligne, deux coups, une ligne, deux coups, une ligne. Donc, toc, 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 toc. Donc, un signal radio répétitif. Comme du code morse. Voilà, comme un code morse. Ça n'existe pas dans la nature. Donc, si on capte un signal radio qui suit une certaine logique de cette manière-là, on pourra se dire qu'il doit certainement y avoir une intelligence derrière. Jusqu'à maintenant, on a capté des signaux intéressants des candidats potentiels, mais jusqu'à maintenant, aucune preuve, aucun signal radio qui prouve que nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, les statistiques vont jouer en notre faveur. Hein?
On découvre chaque année ou chaque année, on découvre des centaines de nouvelles planètes. Depuis l'avènement de télescopes spatiaux, tout ça, on est rendu à 3 ou 4 000 exoplanètes de découverte. Bon, on découvre des planètes presque de manière régulière. Parmi ces planètes, on le sait qu'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre et qui ont des conditions qui sont favorables à l'apparition de formes de vie. Donc, on suppose de manière très objective que la vie doit pulluler dans l'univers. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la preuve de ça. On a une bonne vision, on est optimiste. Les statistiques jouent en notre faveur. Comme certains disaient, je pense que c'est Albert Einstein qui disait si Dieu a créé tout cet univers pour nous tout seuls, c'est un gros gaspillage d'espace. Donc effectivement, ça joue un peu en notre faveur, mais jusqu'à maintenant, si on nous demande est-ce qu'on a une preuve concrète, irréfutable de cette présence de vie intelligente dans l'univers, on ne l'a pas. Et peut-être que ce signal radio dont je viens de t'entretenir est peut-être cette preuve que nous attendions. Christian, est-ce que tu as déjà été te promener dans le secteur d'Albuquerque? Oui. Avant d'arriver, là, tu as l'impression d'arriver nulle part, là. T'es dans un désert incroyable. J'ai passé en moto là, je me disais, mais je peux pas croire qu'il y a une ville plus loin, là. Je pense que je suis arrivé au bout de la terre, là. Écoute, quand on arrive dans ces États-là, tu mentionnes Albuquerque, on est au Nouveau-Mexique, mais les États qui sont limitrophes également, là, on parle à l'Arizona, le Nevada ou le Colorado, ce sont des régions qui sont excessivement désertiques, là. Tu sais, faut que tu t'assures que ton réservoir d'essence est plein, là, tu sais, là, parce que, écoute, la prochaine ville est loin, là. Albuquerque, effectivement, c'est une très grosse ville, mais un coup que t'as passé à Albuquerque, la prochaine ville est loin, là. C'est une ville au milieu du désert. Ouais. Un peu comme Las Vegas, Quand tu sors de Las Vegas, tu vas rouler un bon bout, là, parce que c'est une ville au milieu du désert. Ouais. C'est souvent ça. Donc, Flagstaff en Arizona, Phoenix, ce sont des villes au milieu du désert. Et pourquoi des histoires d'objets volants non identifiés, ça arrive souvent aux alentours de ces villes-là? Est-ce qu'il y a une explication? Ça, c'est ton impression, ça, mon cher Yannick. Ah oui? Parce que là, on allait aborder cette histoire d'OVNI à Albuquerque. Ouais. Et évidemment, quand tu parles d'Albuquerque, on dit Nouveau-Mexique. Et dès qu'on mentionne Nouveau-Mexique, pour la plupart des auditeurs, ce nom-là, cet État-là est associé à une histoire tout à fait légendaire dans le domaine des ovnis, qui est l'affaire du crash d'un ovni à Roswell. Oui. Donc, en 1947, les militaires ont récupéré, entre guillemets, quelque chose dans le désert de Roswell. Les spéculations vont bon train là-dessus depuis maintenant 70 ans. Engins extraterrestres, objets militaires top secrets, fantasmes, tout ce que tu voudras. Mais bref, les militaires ont quand même reconnu qu'ils avaient récupéré dans le désert des débris métalliques. Et là, à partir de là, évidemment, l'imagination s'est enflammée. Et depuis 70 ans, maintenant, on parle de cette histoire de Roswell. Donc, bien sûr, si on évoque ce soir Albuquerque, Nouveau-Mexique, 9 auditeurs sur 10 qui connaissent la question des ovnis vont dire « Oh, Nouveau-Mexique, Roswell. » Oui. Et effectivement, mais et c'est vrai qu'il y a quelque temps, quand on regarde dans les histoires d'ovnis, et certaines histoires d'ovnis qui ont connu énormément de couverture médiatique, je pense notamment à quelques années, il y a eu l'histoire des lumières de Phoenix en Arizona, dont on continue aujourd'hui de parler, et dont l'un des témoins, on le sait maintenant depuis l'an dernier, là, on sait que ces lumières-là étaient apparues dans le ciel de Phoenix, on parle de 8 ou 9 lumières de couleur ambre qui vacillaient, et qui ont été observés par beaucoup d'habitants, beaucoup de citoyens de Phoenix. Et on savait au moment où l'incident s'est produit, ça s'est produit de mémoire, je crois qu'on était en mars 1997. On sait, à ce moment-là, la presse avait notamment mentionné qu'un pilote d'avion, sur un avion, un petit appareil, un Cessna, qui se préparait à se poser à l'aéroport de Phoenix, avait également observé ces lumières. Et la seule chose qu'on savait, c'est que ce pilote était une célébrité. On n'avait pas donné le nom pour préserver son anonymat, mais on sait que l'an dernier, lors d'une émission de d'émission de télévision, où on avait invité Kurt Russell, l'acteur, Russell a avoué que c'était lui le fameux pilote en question. Et là, il a raconté l'incident. Il se préparait à se poser avec son fils. En fait, c'était son beau-fils. Il se préparait à se poser à l'aéroport et ils ont observé ces fameuses lumières. Ils ont contacté la tour de contrôle qui n'avait pas d'écho radar à ce moment-là.
mais on a confirmé à Kurzwassau qu'effectivement plusieurs citoyens avaient appelé pour signaler la présence de ces lumières. Au lendemain de l'événement, l'armée ont dit les gens ont confondu, c'était une opération militaire, on a largué des fusées éclairantes dans le ciel, et ce sont ces fusées éclairantes que les gens ont confondues avec des ovnis. Vrai ou faux, là encore, c'est une question de croyance ou d'adhésion aux explications officielles ou non. On sait que l'armée ne nous dit pas toujours la vérité quand il est question des ovnis. Mais c'est vrai que ce sont des trucs qui ont été abondamment médiatisés. On a tendance à croire que ces régions-là sont peut-être plus favorables aux observations que d'autres, mais statistiquement, ce n'est pas le cas. OK. Et là, on aurait fait une observation d'objets volants non identifiés dans le secteur du Nouveau-Mexique, Albuquerque. Ouais, et ce qui est intéressant ici, c'est parce qu'on arrive vraiment dans ce que moi, je considère les meilleurs dossiers OVNI. Et les meilleurs dossiers OVNI, c'est ce qu'on pourrait qualifier de dossiers aéronautiques. C'est-à-dire, ce sont des observations qui sont rapportées par des pilotes ou des contrôleurs aériens. Et pourquoi ces observations sont si intéressantes? Ben, parce que dans bien des cas, lorsqu'un pilote à bord d'un appareil voit cet objet non identifié, il en parle à la tour de contrôle communique, bon, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, on a un témoignage qui est direct, c'est-à-dire que c'est pas une observation qui est colligée quelques semaines après le fait. Lorsque le pilote appelle la tour de contrôle, il dit « je le vois, il est devant moi, il est à telle altitude ». Donc, on a sur le vif le témoignage. Dans bien des cas, il va y avoir des données télémétriques, par exemple. On sait à quelle altitude se trouve l'avion, donc on peut estimer l'altitude de l'OVNI, entre guillemets. Il va y avoir parfois des écho-radars qui seront captés par les radars au sol. Donc, on a toutes sortes d'informations qui viennent s'ajouter, et qui plus est, les observateurs, les pilotes sont généralement des gens qui sont aguerris à l'observation de phénomènes aériens. Donc, un pilote sait à quoi ressemble un autre avion dans le ciel, même quand le soleil se reflète sur la carlingue de l'appareil. Or, quand un pilote décide comme ça de prendre son radio et de dire appeler à la tour de contrôle en disant « Hey, écoutez, là, y a-t-il quelque chose qui se passe? » On comprend qu'il y a dans sa tête, il a passé à peu près l'ensemble des explications possibles. Ouais, même les ballons météorologiques et tout ça, les pilotes sont formés pour détecter ça rapidement. Absolument. Et généralement, lorsqu'il n'y a pas tu vas être étonné d'apprendre qu'il n'y a pas de règles pour ce qui est des lancements de ballons. Donc, un centre peut lancer un ballon météorologique sans en informer les tours de contrôle. C'est déjà arrivé. Tu peux t'imaginer qu'un objet, mettons, de 5 ou 10 kilos accroché après un ballon météorique, tu peux t'imaginer un peu qu'est-ce que ça doit représenter lorsque ça frappe à 500 ou 600 km/h, quand ça frappe le pare-brise d'un avion. Tu sais, il y a quand même un danger potentiel, là. Mais cela étant dit, tu as tout à fait raison, les pilotes sont aguerris à ce genre d'observation. Et ce que je t'ai envoyé un petit fichier audio, c'est un fichier qui a été rendu public il y a quelques jours par le bureau de la Federal Aviation Administration, donc le bureau de l'administration de l'aviation. Il s'agit d'une observation. Et on va mettre tout de suite les gens un peu dans le contexte. Ça se passe le 24 février dernier, donc il est entre 15h30 et 16h15. On a 2 avions à ce moment-là qui volent à quelques 37 000 pieds d'altitude. Ils volent en direction est. Ils sont à la frontière du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, donc au-dessus d'une région qui s'appelle le désert de Sorona. Et on a donc un Learjet qui est en vol, plus un Airbus A321 des American Airlines. Et là, la première communication qu'on va entendre, c'est le pilote du jet, du Learjet, qui contacte la tour de contrôle, le centre régional de Albuquerque. La communication est pas très bonne, donc je dis tout de suite ce qu'on va entendre. Le pilote, il dit, voilà, il donne un peu sa position. Et là, un peu comme du tac au tac, il demande au contrôleur, il dit, coudonc, vous n'auriez pas quelque chose qui vole au-dessus de moi, là, à quelque chose comme 37 000 pieds ou quelque chose comme ça. Et là, le contrôleur va dire donc négatif. Et là, ensuite, la communication est beaucoup mieux. On l'entend, il parle avec le pilote de l'avion American Airlines, qui lui dit, OK, l'objet vient de me passer. Et là, il va lui donner quelques informations. Écoute, on fait entendre la clip audio aux auditeurs, et puis ensuite, je te replace un peu dans le contexte de tout ça. Albuquerque, 71 Papa Golf. Number 71 Papa Golf, go ahead. And was there anybody above us that passed us like 30 seconds ago? Number 71 Papa Golf, negative. A UFO. American 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles.
American 1095, affirmative. We had an aircraft in front of you that's 37 that reported something pass over him, and we didn't have any targets, so just let me know if you see anything pass over you. I don't know what it was. It wasn't an airplane, but the path was going the opposite direction. Hey, it's American 1095. Yeah, something just passed over us. Don't know what it was, but it's at least 3,000 feet above us. So yeah, it passed right over the top of us. Okay, American 1095, thank you. American 1095, can you tell if it was in motion or just hovering? Make it out whether it was a balloon or whatnot, but it was just really either bright or had a big reflection on it, several thousand feet above us, going opposite directions. Okay, Roger. Oui, très intéressant cet audio, Christian. Oui, absolument. Et là, donc, on voit un peu la situation qui se passe. Donc, on a ces appareils et surtout le vol 1095 de l'American Airlines qui dit, bon, ben écoutez, effectivement, je viens de le voir passer. Il volait au-dessus de nous. Donc, on sait que l'appareil de l'American Airlines se situe à 37 000 pieds d'altitude. Donc, il dit que cet objet est un peu plus haut. Donc, on le situe aux alentours de 39 ou 40 000 pieds d'altitude. Et il dit, je sais pas si c'est un ballon, mais en tout cas, il vole sens contraire à nous. Et à ce moment-là, le vent était également allait également dans sens contraire à l'objet. C'est-à-dire que s'il s'agissait d'un ballon, ben, on avait un ballon ici qui volait sens contraire au vent. Donc, contre le vent. Ouais, c'est quand même un peu particulier. Et ce qu'il faut savoir de cet objet-là, bon là, le bureau de l'aviation, l'administration a rendu public la communication, donc ils n'ont pas d'explication. Les seules choses que l'on peut dire avec une certitude, c'est que cet appareil, entre guillemets, n'avait pas de transpondeur. Donc, parce qu'il faut savoir que les avions, lorsqu'ils sont en vol, ils ont des petits appareils dans la queue. On parle des avions commerciaux. Ils ont un petit appareil dans la queue qu'on appelle le transpondeur, qui envoie une transmission radio à la tour de contrôle, qui apparaît sur le radar et qui dit « Je suis le vol numéro 1 tel, je me trouve à telle altitude, je vole en telle ou telle direction, à telle ou telle vitesse. » Donc, il donne des informations comme ça, télémétriques, par rapport à l'avion. Donc, l'appareil dont il est question ici, cet OVNI, entre guillemets, n'avait donc pas de transpondeur, il n'apparaissait pas sur les écrans radars, il n'a jamais communiqué avec aucune tour de contrôle locale, et il se déplaçait là plus ou moins à la même altitude que les avions commerciaux. Donc, pour le moment, ça reste une énigme. Il faut quand même savoir que l'endroit où s'est produit l'incident, donc on mentionnait tantôt le désert de Sahara, dans cette région-là du monde, c'est vrai que c'est une région excessivement militarisée. Il y a notamment de nombreuses bases militaires, dont l'une, entre autres, à Fort Huachuca, où on fait le développement de drones et d'avions ultra secrets. Donc, on peut toujours se demander, est-ce qu'il ne pouvait pas s'agir d'un de ces drones nouvelle génération qui aurait pu être utilisé par l'armée et qui aurait un peu perdu le contrôle? Parce qu'il faut bien se le dire, si l'armée fait des essais sur des drones à ces altitudes, d'abord, dans un premier temps, on s'étonne qu'on fasse un essai d'un drone à 40 000 pieds d'altitude, mais imaginons un instant que ce serait le cas. C'est quand même surprenant que cet objet-là soit utilisé dans les corridors aériens qui sont également utilisés par les avions commerciaux, quand on sait que les avions militaires ou les zones d'essai militaires ont des corridors qui sont propres à eux. Donc, pour l'instant, ça reste très mystérieux, mais c'est vrai que c'est vraiment une situation tout à fait extraordinaire d'entendre comme ça des pilotes et des contrôleurs aériens échanger autour d'un objet volant non identifié. On ne parle pas d'un type avec ses bottes de caoutchouc dans le milieu d'un rang un soir qui avait un peu trop bu, là. On parle vraiment de gens, de professionnels dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique qui échangent autour de quelque chose qui semble tout à fait être tout à fait dérangeant. On a confirmé la découverte cette semaine de 15 nouvelles planètes. Ben oui, 15 nouvelles planètes, j'en parlais un petit peu plus tôt. Donc, c'est une équipe de recherche qui est dirigée par, et là, je sais pas si je vais le dire comme faux, là, c'est Toruyuki Hirano, du département des sciences de la Terre ou à l'Institut de technologie de Tokyo, qui a validé la découverte de 15 nouvelles planètes. Donc, on parle ici des exoplanètes qui sont en orbite autour d'une naine rouge. Et ça, c'est intéressant parce que longtemps, les chercheurs dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie rejetaient ces fameuses planètes naines rouges, pas les planètes, pardon, des soleils, des naines rouges. Ce sont des étoiles qui sont moins brillantes que notre soleil et qui sont un peu en fin de vie. Mais on s'entend, là, quand on dit en fin de vie, ils ont encore une couple de milliards d'années devant eux, là, hein? Donc, ce sont des étoiles qui sont un peu moins brillantes que la nôtre.
Et généralement, les scientifiques rejetaient ces étoiles-là en disant ce sont des étoiles qui sont trop instables pour avoir des planètes semblables à la Terre. Alors, et là, ici, est la découverte intéressante, c'est que non seulement on vient de confirmer cette découverte de 15 nouvelles exoplanètes en orbite autour d'une naine rouge, et tout ça a été publié dans le Astronomical Journal, mais ce que l'on confirme, c'est que parmi ces 15 nouvelles planètes, qui sont autour de cette fameuse étoile, cette naine rouge qui s'appelle K2-155, on a noté qu'il y aurait à peu près, on sait qu'il y aurait 3 planètes que l'on appelle des super-terres. Donc, ce sont des planètes qui sont légèrement plus grosses que la Terre, mais qui, comme l'étoile est moins brillante que notre Soleil, elles sont donc plus proches de leur Soleil, mais ce sont des étoiles, ce sont des planètes, qui gravitent autour de leur Soleil dans une zone qui est favorable à l'éclosion de la vie. Et quand je dis zone favorable, c'est une zone où la température permet de l'eau à l'état liquide. Et donc, ces planètes qui ressemblent à la Terre se trouvent dans des zones où il pourrait y avoir de l'eau à l'état liquide, et l'eau à l'état liquide, c'est bien sûr la condition numéro 1 pour voir apparaître des formes de vie. Alors ici, on vient donc de confirmer ces nouvelles exoplanètes et encore une fois, des nouvelles planètes qui pourraient être des planètes semblables à la Terre, ce qui revient un peu à notre conversation du début, c'est-à-dire que régulièrement, on fait de ces découvertes, de ces exoplanètes, et chaque fois, on trouve parmi ces planètes des candidates qui ressemblent étrangement à la Terre et qui nous laissent croire que des formes de vie pourraient exister un peu partout dans l'univers. Maintenant, bien sûr, la question, c'est une forme de vie ne veut pas nécessairement dire une forme de vie intelligente et encore moins le développement d'une civilisation. Mais quand même, tout ça nous replace dans le contexte grand de l'univers et nous montre à quel point nous sommes infiniment petits. On parle maintenant du grand Stephen Hawking qui nous a malheureusement quittés. Et là, tu veux parler du pessimiste Stephen Hawking. Oui, c'est vrai qu'au cours des dernières années, Stephen Hawking, évidemment qu'on connaît bien, qui est devenu un peu un modèle scientifique incontournable, un icône de la science. Et c'est vrai que ce Stephen Hawking, qui est passé dans la culture populaire, on oublie que ces dernières années, Stephen Hawking s'était présenté aussi un peu comme une espèce de sonneur d'alerte. Et certains diront, il était un peu pessimiste, d'autres diront qu'il était alarmiste, mais c'est vrai que Stephen Hawking avait 4 chevaux de bataille sur lesquels il n'hésitait pas à prendre la parole, et certains de ces sujets nous sont un peu moins connus que d'autres. D'abord, Hawking avait des préoccupations très environnementalistes. Donc, je rappelle, pour ceux qui l'ignorent, que Stephen Hawking est décédé mercredi dernier. Donc, Hawking avait cette préoccupation très environnementale. Donc, il a fait de nombreuses déclarations à ce sujet. Il disait souvent, les astrophysiciens s'imaginent que la fin du monde pourrait arriver par une espèce de météorite qui pourrait frapper la Terre à l'échelle cosmique, ce qui est toujours possible. On se rappelle que c'est quand même une météorite qui a frappé l'endroit où se trouve aujourd'hui le golfe du Mexique, qui a entraîné la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc, une catastrophe comme celle-là, elle est toujours possible. Mais Hawking voyait davantage, lui, dans notre pollution et nos méfaits quotidiens sur l'environnement, un danger à long terme. Pour lui, il disait, si l'homme, nos dirigeants politiques ne prennent pas des décisions importantes, ne donnent pas un coup de barre important, nous assistons au début de la fin de la civilisation humaine. Donc, c'était pour lui un sujet très préoccupant, ce problème de l'environnement. Il y avait également un autre problème qui le préoccupait, pour lequel il s'est souvent exprimé, et évidemment, on pourra toujours se dire que c'était pas vraiment son champ de compétences, mais Hawking était également préoccupé par l'augmentation du surpoids, voire même de l'obésité dans les grands pays industriels. Il disait les gens mangent trop, les gens ne bougent pas suffisamment, et on crée des environnements tellement oisifs. Aujourd'hui, tu te lèves plus pour changer ton canal de télévision, tu tapes dans tes mains pour allumer les lumières. Donc, on le voit, on crée autour de nous des environnements qui nous rendent de plus en plus oisifs et qui, finalement, vont entraîner, parce qu'on le sait, c'est le grand problème de notre civilisation, c'est des problèmes d'obésité, de surpoids, des problèmes de santé liés justement au fait qu'on ne bouge pas suffisamment. Donc là, c'était une des préoccupations d'Hawking. Et ces 2 dernières préoccupations, ça, là-dessus, il s'est
s'est exprimé de manière très fréquente, il y avait la peur de l'intelligence artificielle. Hawkins disait si on ne prend pas des décisions maintenant et on ne décide pas de légiférer sur l'évolution de l'intelligence artificielle, d'ici un siècle, on aura perdu la guerre contre les robots. Donc c'est quand même comment je pourrais dire, une date butoir qui est à court terme, là. Un siècle, c'est pas long, ça. Oui. Et lui, il disait, les robots sont devenus tellement performants, ils nous remplacent dans toutes sortes de tâches. Il serait pas étonnant qu'éventuellement, et on le sait, l'évolution de l'intelligence artificielle se fait de manière exponentielle. Il n'est pas interdit de penser que d'ici 20 ou 30 ans, on aura de l'intelligence artificielle qui sera capable de prendre des décisions. Et à partir du moment où cette intelligence va prendre des décisions pour remplacer les décideurs, les législateurs, évidemment, les robots sont dénués de sentiments et on le sait que les décisions politiques, si on regarde l'évolution de la civilisation, beaucoup de décisions politiques ne se sont pas toujours faites sur la logique, mais souvent également sur des préoccupations humanitaires, des préoccupations, entre guillemets, sentimentales, humanistes, alors que les robots sont complètement dénués de ça. Et Hawkins voyait à court terme un scénario un peu comme le film Le Terminateur, c'est-à-dire à un moment donné, l'humanité pourra bien entrer en guerre contre des robots, et malheureusement, Hawkins voyait plutôt une issue plutôt pessimiste à ça. Donc les robots pourraient nous remplacer. Lui, ce qu'il voyait surtout, c'est des décisions rapides qui permettraient d'interdire l'utilisation de manière étendue de l'intelligence artificielle dans des milieux, notamment des milieux militaires. Parce que sa crainte première, c'était bien sûr que les robots pourraient devenir éventuellement nos grands leaders mondiaux, en fait, des sortes de milices armées qui pourraient prendre le contrôle. Et enfin, sa dernière préoccupation, on en a parlé tout au long de cette chronique, c'est l'intelligence extraterrestre. Donc, on le sait, on écoute l'espace, on espère capter des signaux radio extraterrestres. Hawkins, d'ailleurs, était lui-même le porte-parole d'un programme lancé il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans maintenant, qui s'appelle Breakthrough Listen, qui est un programme qui doit s'échelonner sur 10 ans, qui est financé au montant de 100 millions de dollars par un magnat russe qui s'appelle Yuri Milner. Donc, Stephen Hawking était un des porte-paroles de ce programme Breakthrough Listen. Et ce programme vise justement à écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio extraterrestres. Donc, sur cette première donnée, Hawking était tout à fait optimiste. Il espérait qu'on capte ces signaux et c'était une grande volonté des scientifiques. Mais il mettait un bémol sur la seconde partie, c'est-à-dire que si on écoute l'espace et on capte des signaux radio, on pourrait être tenté de communiquer à notre tour. Et là, Hawkins lui mettait un pied sur le frein en disant « Attention !» Parce qu'on ne sait pas à quoi peut ressembler une intelligence extraterrestre. On ne connaît pas leur motivation. Sont-ils amicaux? Sont-ils belliqueux? Et si on fait trop signe, si on signale notre présence à ces extraterrestres, ils pourraient bien débarquer chez nous avec des intentions malveillantes. Et ce Hawkins rappelait toujours l'histoire de l'humanité, Jusqu'à maintenant, il y a eu de très nombreuses reprises dans l'histoire de l'homme. Des civilisations plus avancées sont entrées en contact avec des civilisations, entre guillemets, plus primitives. On pense quand les Européens, par exemple, sont arrivés en Amérique et qu'ils ont rencontré des civilisations comme les Mayas, les Aztèques ou les Incas. Ça s'est toujours, ou même encore les Autochtones d'Amérique du Nord, les Amérindiens, ça s'est toujours terminé dans une espèce de génocide et de chaos. Et ça, malheureusement, toujours au détriment de la civilisation la moins évoluée, entre guillemets encore là. Et Hawking disait, c'est ce qui pourrait bien nous arriver. Une civilisation qui débarque ici, qui a 100 000 ans d'avance sur nous, que serons-nous à leurs yeux et quelles préoccupations auront-ils de notre civilisation? Donc, avant de faire un signal, avant de faire un coucou aux extraterrestres, soyons prudents. Écoutons. Découvrons si des extraterrestres existent, répondons à des grandes questions existentielles, mais avant de dire « voilà, nous sommes ici », essayons de nous faire discrets. Ça, c'était le 4e grand cheval de bataille de Stephen Hawking. Une question à Christian Page. C'est oui. Jonathan qui te pose cette question-là. Si tu avais la chance de te promener, tiens, on va prendre Albuquerque, là. Donc, tu arrives à Albuquerque dans 1 heure, tu roules à 100 km/h et tout d'un coup, tu vois quelque chose qui vient d'atterrir dans le désert. Et là, tu t'approches de ce quelque chose-là et il y a quelque chose qui te dit
embarque avec moi, je veux te montrer qu'on existe. Est-ce que t'embarques? Oui, absolument. Tu nous abandonnes. Ouais, avec beaucoup de regrets quand même, Yannick, avec beaucoup de regrets. Mais c'est vrai que je peux pas. Tu sais, tu comprends? Je vais faire une petite confidence là, sur l'oreiller. Là, oui. C'est le bon. Tu sais, moi, je suis comme beaucoup de gens. Tu sais, je veux pas mourir. Hein. Je veux dire, j'aimerais vivre éternellement si je pouvais. Là, tu sais, bon. Mais c'est vrai que lorsque je livrerai mon dernier souffle, c'est le fait pour moi que la vie va s'arrêter qui m'attriste, hein, que ça ne continuera pas. Donc, c'est ça qui m'attriste. Ce n'est pas la perte, ce n'est pas le fait que je quitte cette civilisation qui va m'attrister. Je dois t'avouer que je regarde le monde, comment il évolue depuis les 20 ou 30 dernières années. J'ai 50 ans. Je regarde comment le monde s'est transformé au cours des 20 ou 30 dernières années et je ne vois pas là-dedans quelque chose de très bon. Ah, ouais. Je suis très déçu de voir comment les choses se passent. Et ce n'est pas lorsque le jour où je fermerai mes yeux définitivement, ce n'est pas à regret que je vais laisser la civilisation derrière moi. En tout cas, tu vas nous manquer, là. Oui. Hein? J'ai fait verser une petite larme, hein? Quand même. T'es dans le champ, puis tu vois quelque chose qui ressemble à être un objet volant non identifié qui vient d'atterrir, puis la petite bébête te dit « Accompagne-moi ». Écoute, elle était bien avec une toche blanche. Elle a une sorte de grosse médaille dans le cou. Elle fait des nanou-nanou. Nanou-nanou. Ça fait des nanou-nanou, j'y vais. Allô, je vais t'amener sur la planète des extraterrestres. T'embarques-tu? Puis on est, nous, pour le... Tu sais, on est la même gang qui a enlevé Raël. Je pars tout de suite. Voilà. Et ceux qui ont enlevé Raël, écoute, ils ont l'air d'avoir du fun. Je pense que je le kidnappe. Je le kidnappe, puis c'est moi qui vais faire des recherches sur lui. T'embarques-tu ou t'embarques pas? J'embarque pas, je le kidnappe. OK, Je le kidnappe. Ah, oui. Ben oui. Ici, nous aurions l'inverse des enlèvements extraterrestres. Ouais. On aurait l'extraterrestre enlevé par les humains. Voilà. Okay. Je le kidnappe. Hey, Christian, pour l'expérience, là, et non pas parce que je veux quitter ce monde comme toi, là, mais pour l'expérience, moi, j'embarque avec espoir de revenir à un moment donné pour pouvoir raconter mon histoire juste à Christian Page parce que je dirais jamais ça sur les ondes de radio. Ben non, c'est sûr, tu sais. Et pourtant, tu ferais toutes sortes de beaux auditeurs. J'en ai plein de même sur ma page Facebook chaque semaine. Merci, Christian. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée à vous deux. Bye-bye. Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Tout juste avant sa chronique, on vous l'a dit, Christian va être de passage à Québec. Pour venir dans le coin du 30. Voyons, SOS Nancy, pousse dans la porte, voilà. Donc, pour venir nous voir le dernier vendredi du mois et le samedi, Christian va avoir sa conférence au pavillon Charles de Coninck à l'Université Laval le 31 mars. Le sujet, les enlèvements extraterrestres. Donc, pour plus de détails pour la conférence de Christian Page, dépêchez-vous, là, ça part comme des petits pains chauds. christianpage.ca